Bonjour à tous, bienvenue au webinaire dédié au logiciel de gestion de comptabilité. Donc, ce webinaire est organisé durant la semaine du numérique où nous organisons 11 séminaires cette semaine. Cet après-midi, cet atelier va être animé par Pascal Borto et Vincent Pillet. Alors, une petite explication sur l'outil. Vous êtes avec Zoom. Vous nous voyez, vous devez nous entendre, mais vous, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. C'est le principe du webinaire. Vous avez quand même la possibilité d'échanger avec nous via deux boutons, l'un qui s'appelle en bas converser ou QR. On vous privilégie d'utiliser l'outil QR qui questions-réponses. Comme ça, on pourra prendre vos questions et y répondre soit pendant les interventions ou soit à la fin. Et s'il y a des questions qu'on ne pourra pas traiter, on pourra vous recontacter par mail pour répondre à votre demande. Alors, cette semaine du webinaire est organisée par l'équipe régionale Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je suis basé à Auxerre, à la Chambre de métier de Bourgogne-Franche-Comté, département de l'Yonne. Euh, Nous sommes répartis, vous avez des représentants sur l'ensemble de la région. Euh, Pascal est avec nous aujourd'hui, il est basé en Côte d'Or. Et on a fait appel aussi à Vincent, qui est un conseiller économique euh, d'un de mes collègues de bureau à Auxerre, et qui pourra aussi répondre ou apporter des points, des éclaircissements sur les logiciels, étant donné que c'est un collègue qui est en charge directement du conseil aux entreprises sur tout ce qui est la gestion, la comptabilité. Peut-on travailler avec des logiciels de gestion gratuits et quel point il faudra regarder, Pascal, pour ces outils? Merci Thierry, bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, donc merci d'être présent pour ce webinaire consacré aux outils de gestion et on va cibler un petit peu plus les outils de gestion gratuits. Ça, c'est une question qui revient régulièrement quand on est en animation et en contact avec les entreprises. On sait qu'on utilise des outils gratuits sur la bureautique, sur le dessin et une des questions récurrentes qui revient concerne la gestion. Donc, on va essayer d'aborder cette question cet après-midi sur les outils de gestion gratuits. On va voir un petit peu les choix. On vous donnera quelques pistes à la fin. Ces pistes, elles ne sont pas exhaustives. Hein. On a pas mal de choses qui existent. On a essayé d'en sortir quelques-uns du lot. Mais ce qui est important, c'est que ces logiciels aujourd'hui doivent vérifier une certaine législation. Donc, en ce qui concerne la législation, il y a des points qui sont importants, qui datent, ça fait quand même quelques années, qui datent de 2018. Donc, on va les aborder et on va voir que ces points vont être importants par rapport au choix des logiciels et de leur véracité, si je puis dire, de leur fonctionnalité, pour qu'on soit vraiment conforme à la législation. On trouve pas mal de logiciels, mais après, est-ce qu'ils sont conformes à la loi ou pas? Ça va être un sujet qu'on va aborder tout de suite. Donc, le premier point de la législation. Alors, en 2016 a été votée une loi qu'on appelle dans notre jargon la loi antifraude, qui était en application au 1er janvier 2018. Donc, ça fait un petit peu plus de 3 ans que cette loi antifraude doit être mise en application. On vous a mis l'extrait de la loi sous les yeux. Donc, concrètement, les entreprises qui sont assujetties à la TVA et qui enregistrent les règlements de leurs clients dans un logiciel, que ce soit un logiciel de compta, un logiciel de caisse ou un logiciel de gestion, ce logiciel, il doit respecter 4 conditions aujourd'hui qu'on va détailler juste après, qui sont l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données. Et tout ça, c'est l'administration fiscale qui nous l'impose et qui peut amener des contrôles dans ces logiciels. Et pour vérifier que ce logiciel soit conforme, on verra tout à l'heure, ils doivent pouvoir le prouver en étudiant, en donnant une attestation individuelle, une attestation de conformité. Donc, on a vraiment un point qui est important, c'est le respect de cette législation par rapport à cette loi antifraude. Donc, les 4 points, sans rentrer trop dans les détails techniques, l'inaltérabilité. Ça veut dire qu'une fois que les informations liées au règlement ont été enregistrées, elles ne doivent plus être modifiables. S'il y a des modifications qui doivent être apportées à certains documents, derrière, on doit avoir une traçabilité de tout ce qui a été fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concerne la sécurisation. Donc, dans un logiciel, les données qui sont stockées, elles doivent être d'une part sécurisées et d'autre part, s'il faut les restituer,
en cas de contrôle, en cas d'avoir un besoin de les regarder, de les vérifier, ces données doivent être sécurisées et restituées exactement dans l'état d'origine. La conservation, il doit y avoir dans les logiciels des fonctions de clôture pour empêcher toute action derrière. Cette clôture doit pouvoir se faire régulièrement avec la conservation des données, mais également un cumul des données au fur et à mesure, c'est-à-dire si on a choisi de les conserver, par exemple, sur une période avec une clôture d'1 mois, au fur et à mesure, tous les mois, on clôture, le logiciel va clôturer, et derrière, ça va se cumuler. Et les règlements doivent être conservés pendant 6 mois, ça c'est la réglementation. Par contre, les documents, eux, doivent être conservés pendant 10 ans, ça c'est la législation comptable. Et le dernier point, l'archivage, donc le logiciel doit permettre d'archiver les données. Et là, il y a un point important, c'est que ces archives doivent pouvoir être facilement exploitables par l'administration. Concrètement, on ne doit pas avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un format propriétaire. Un format propriétaire, ça veut dire que les données ne peuvent être relues que par le logiciel. Là, le souhait de l'administration fiscale, c'est qu'elle puisse récupérer les données et les lire indépendamment du support. Alors ça, c'est un point qui est important techniquement, puisque normalement, quand on veut relire des données dans un logiciel, il faut à tout prix avoir le logiciel ou un logiciel compatible. Donc, depuis 2018, dans les logiciels de gestion, on doit avoir ce fameux archivage indépendant de l'outil, de façon à ce que derrière, l'administration fiscale, évidemment, puisse regarder, consulter les informations. Alors, les 4 points qu'on vient de voir là, dans cette loi antifraude, il y aura un cas qui va déroger à la réglementation et le cas, on le verra juste après, il y a un cas particulier qui n'est quand même pas négligeable. Donc, cette réglementation va concerner les systèmes de caisse. Donc, ce n'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, mais les caisses enregistreuses aujourd'hui sont soumises à la même réglementation. Et puis, donc, tous les logiciels dans lesquels on va pouvoir faire de la gestion de règlement. Donc, c'est ce qu'on appelle les logiciels de gestion commerciale, pour simplifier un petit peu les logiciels de devis-facture, également les logiciels de compta. Ça concerne également le cas de figure quand j'ai un site de vente en ligne, un site de e-commerce. Si dans ce site de e-commerce, je fais de la gestion de règlement et que je suis également assujetti à la TVA, puisqu'on a évoqué tout à l'heure le fait que l'entreprise doit être assujettie, je suis également soumis à cette réglementation. Et tous les logiciels vont être concernés. Alors ça, c'est important également, que ce soit des logiciels qui ont été développés par un éditeur, des grands éditeurs de logiciels, que ce soit des logiciels développés en interne pour une raison ou pour une autre, mais également les logiciels libres. Donc les logiciels libres, on en connaît pas mal qui sont utilisés dans d'autres domaines, on évoquait la bureautique tout à l'heure, mais dans le domaine de la gestion, il y a quelques logiciels libres. Ces logiciels libres doivent être soumis à la réglementation de cette fameuse loi antifraude. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Pour simplifier un petit peu, qu'une fois que les données liées au règlement ont été saisies, ces données ne doivent plus être modifiées. On a une notion de validation. Elles doivent être sécurisées sur ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la possibilité de les restituer dans le format d'origine, une clôture périodique des données, exporter les données dans un format non propriétaire, c'est également ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et dans le cadre de la compta, alors ça c'est quelque chose qui date avant 2018, c'est qu'on doit avoir la possibilité d'exporter les écritures comptables, exactement comme on l'évoquait tout à l'heure pour les règlements, dans ce qu'on appelle un FEC, c'est le fichier des écritures comptables, qui doit pouvoir être exporté et communiqué à l'administration fiscale, notamment pour des contrôles. Et ce qui est important, c'est que toutes ces actions aujourd'hui doivent être tracées, ça c'est une obligation qu'on a dans les logiciels, avec ce qu'on appelle un journal des événements. Alors ça, normalement, tous les logiciels depuis 2018 doivent avoir cette fonctionnalité. Alors même si elle n'est pas visible entre guillemets pour l'utilisateur, elle doit exister dans le logiciel. Et ce journal des événements, l'administration fiscale peut demander à le consulter, ce qui va permettre de tracer un petit peu tout ce qui était fait, et notamment s'il y a eu des suppressions de données, des modifications de données, l'administration fiscale va pouvoir contrôler tout ça. Et ce journal des événements, c'est un fichier informatique qui va pouvoir être communiqué via mail, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'administration fiscale peut faire des contrôles à distance en demandant à l'entreprise de lui transmettre ce fameux fichier, ce fameux journal des événements. Donc, au niveau de la réglementation, ce qui est important, alors là, les choses sont très, très claires parce qu'on nous pose souvent la question. Il n'y a aucune obligation d'avoir un logiciel de gestion, comme il n'y a aucune obligation d'avoir une caisse.
On peut très bien travailler. Alors, le débat va être est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, mais on peut très bien travailler pour faire des devis et des factures à la main, ou si on ne veut pas utiliser une caisse enregistreuse, de travailler avec un système entre guillemets de range PS ou de notes papier. Donc il n'y a pas d'obligation, hein, la réglementation est très très claire d'avoir ces genres d'outils. Par contre, si j'ai pris la décision d'avoir un logiciel de gestion ou d'avoir une caisse enregistreuse, aujourd'hui, elles doivent être conformes à la réglementation avec une estampille qui est vulgairement appelée la loi antifraude 2018. Et donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la possibilité pour l'individu, l'utilisateur, de sortir cette attestation de conformité. Il y a dans tous les logiciels et dans toutes les caisses un endroit donné, une fonctionnalité pour imprimer, éditer, télécharger l'attestation de conformité par rapport à la loi antifraude. Et ce qui est important également de vérifier, c'est que la conformité, elle est pour le logiciel et non pas pour l'éditeur. Ça veut dire que chez un éditeur qui a plusieurs logiciels de gestion, chacun des logiciels, que ce soit l'entrée de gamme, le moyen de gamme, le plus haut de gamme, l'ensemble des logiciels doivent être conformes à la législation, mais l'attestation est attribuée par les services de l'État, hein, par les personnes qui mettent en place ces tests, doivent être mis en place et la conformité doit être pour chaque logiciel. Donc concrètement, avec le petit schéma, on va synthétiser un petit peu les informations. Donc la loi antifraude, est-ce que vous êtes concerné ou pas? Donc premier point de figure, on a vu que normalement, il fallait être assujetti à la TVA pour y être soumis. Donc si on regarde à droite, si oui, je suis assujetti à la TVA, est-ce qu'on facture à des particuliers? Si le cas est oui, on doit avoir un logiciel conforme à la réglementation loi antifraude 2018. Deuxième cas de figure, on est assujetti à la TVA, on facture pas qu'à des particuliers, on n'y est pas soumis. Par contre, on n'est pas soumis à cette réglementation si la totalité des factures se fait en direction des professionnels. Si on facture un coup à des particuliers, un coup à des professionnels, on doit avoir un logiciel conforme. Ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième cas de figure, si on n'est pas assujetti à la TVA, c'est ce qui est à droite, on n'est pas obligé d'avoir un logiciel conforme. Donc la tolérance, le cas de figure qu'on évoquait tout à l'heure, qui déroge entre guillemets à la règle, c'est les entreprises qui sont non assujetties à la TVA et ce qu'on appelait avant les auto-entrepreneurs. Donc on continuera un petit peu dans la présentation à parler des auto-entrepreneurs, même si le terme il est impropre. Pour faire simple, on va dire par les auto-entrepreneurs, on parle des entreprises non assujetties à la TVA qui sont en micro, mais en dessous de la TVA. Quand on est au-dessus de la TVA, le cas il est réglé, puisqu'étant assujetti à la TVA, on rentre dans le cas du oui qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, le petit conseil qu'on pourrait vous donner, c'est que vous avez vu que si on est assujetti à la TVA, mais qu'on facture à des professionnels et à des particuliers, bah, la logique, c'est d'avoir un logiciel conforme. Dans tous les cas de figure, il faut avoir un logiciel conforme. Ça évite d'avoir des ambiguïtés après, le jour où on a prévu de facturer dans l'activité la totalité de ma clientèle qui sont des professionnels, mais on n'est pas à l'abri un jour d'avoir une facture à faire à un particulier. Dans ce cas-là, on rentre dans la réglementation du oui-oui, donc d'avoir un logiciel conforme à cette fameuse loi antifraude de 2018. Alors, la réglementation, c'est là où ça va être un petit peu contraignant et embêtant pour les entreprises. C'est le cas où on peut avoir un contrôle inopiné de la part de l'administration fiscale, de la part des services des impôts. C'est, à ma connaissance, la seule chose où le contrôle il est inopiné et il peut se faire entre 8 et 20 heures. La possibilité également qu'on évoquait tout à l'heure de faire du contrôle à distance, puisque dans les logiciels, il y a ces fameux fichiers qui tracent tout. Donc l'administration fiscale peut effectuer au niveau de l'entreprise un contrôle à distance et l'entreprise devra fournir ses données. Donc dans le logiciel, on doit avoir la possibilité de sortir facilement ces fichiers. En cas de logiciel non conforme, l'amende elle est de 7 500 €. L'administration, dans sa gentillesse, entre guillemets, nous donne 60 jours de délai pour présenter l'attestation de conformité. Donc, ça veut dire qu'au niveau de mon logiciel, je me mette en conformité d'avoir un logiciel conforme. Par contre,
s'il n'y a pas de présentation de l'attestation de conformité, concrètement, on recommence. Ça veut dire qu'on se reprend une amende de 7 500 € et on retourne au délai de 60 jours, pardon, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est plus que des choses qui sont contraignantes et qui peuvent faire très, très mal au niveau de l'entreprise. Et donc, la réglementation dit ce qu'on évoquait tout à l'heure, que je dois avoir cette attestation de conformité qui prouve que mon logiciel est bien conforme à la loi antifraude de 2018. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, sont concernées toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Donc, nos entreprises, les micros non assujettis à la TVA, qu'on évoquait, qu'on appelait tout à l'heure plus anciennement les auto-entrepreneurs, ne sont pas assujettis à cette réglementation. Alors, on va dire pour l'instant, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais pour l'instant, les ex-auto-entrepreneurs ne sont pas concernés. Alors, on nous pose également souvent la question des outils bureautiques. Est-ce que je peux travailler avec Word? Est-ce que je peux travailler avec Excel? Donc, vous avez vu ce qu'on évoquait tout à l'heure suite à cette fameuse réglementation qui ne concerne pas les ex-auto-entrepreneurs. À la limite, on peut travailler avec des outils bureautiques. Après, le débat va être est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est pas pratique, etc. Par contre, il faut quand même qu'on soit vigilant. Là, on parle de la réglementation qui est liée au règlement de mes clients. Il y a d'autres points qui sont à vérifier au niveau de mes documents, notamment au niveau de certaines mentions légales, et en particulier le compteur qui doit figurer sur la majorité de nos documents, notamment sur les factures. Ce compteur qui est un incrément, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est enclenché, il va avancer automatiquement de 1 en 1. Il est utilisé dans les logiciels, évidemment. Simplement, quand on utilise des outils bureautiques, je pense à du Word ou à de l'Excel, cette notion de compteur n'existe pas d'une manière figée. Donc, on peut intervenir sur le compteur, donc ce qui fait qu'on est quand même très limite au niveau de cette réglementation sur ce point-là, au niveau du compteur qu'on doit faire figurer sur les documents. Alors Pascal, donc si j'ai bien compris, je suis entrepreneur, je ne suis pas obligé d'avoir un logiciel, mais quand même, pour faciliter l'édition notamment des devis et des factures, les autres entrepreneurs ont souvent recours à un logiciel. Oui, c'est le conseil qu'on donne fréquemment, hein. Alors en plus, on verra tout à l'heure, c'est une des diapos suivantes, c'est quand on est, on va dire, on est dans l'ex-régime d'auto-entrepreneur, on a d'autres obligations, hein. Là, on se focalise sur la partie devis facture, mais il y a d'autres obligations à respecter. Donc oui, la logique, la meilleure pour les ex-auto-entrepreneurs, c'est de partir sur du logiciel alors par contre, qui doivent respecter la réglementation et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc justement, pour faire le lien avec ce que tu évoquais à l'instant, Thierry, pour les entreprises, donc les ex-auto-entrepreneurs, donc les entreprises micro non assujetties à la TVA, on a une mention qu'on doit faire figurer comme quoi on est non assujetti à la TVA avec l'article de loi qui fait foi, qui est le fameux article 293B du CGI. Le CGI, c'est le Code général des impôts. Donc, cette mention doit figurer sur les documents et notamment sur les devis et sur les factures. Par contre, un point important, c'est qu'on dit qu'on est non assujetti à la TVA. Donc, non assujetti à la TVA, ça veut dire que je ne suis pas soumis à la TVA. Je n'ai pas de TVA. Donc, ça veut dire que sur mes documents, il y a une petite tolérance pour faire figurer le hors-taxe, mais par contre, en aucun cas, on ne doit voir apparaître cette notion de TVA et la notion de TTC. Donc, que les choses soient bien claires, hein. On va venir tout à l'heure sur certains logiciels, on va venir sur certains documents. Quand je suis dans le régime de l'ex-auto-entreprise, je ne fais pas figurer de TVA, je ne fais pas figurer de TTC. Et donc, en contrepartie, c'est la ligne qu'on a mis dessous, je ne dois pas mettre de TVA à 0%. On a certains logiciels, on en parlera tout à l'heure, où on nous dit, ben, si vous êtes en auto-entreprise, vous prenez le même logiciel que pour les autres, c'est-à-dire pour les entreprises soumises à la TVA, et vous nous mettez un TVA avec un taux à 0. Un taux à 0, ça veut dire que j'ai une TVA. Elle est certes à 0, mais j'ai une TVA. Donc, la réglementation pour les ex-auto-entrepreneurs, les micro non assujettis, on est bien non assujettis. Donc, pas de notion de TVA et pas de notion de TTC.
Donc, attention sur certains logiciels, hein, on en parlera un petit peu tout à l'heure, où on a, entre guillemets, une petite pub en disant logiciel pour les auto-entrepreneurs, hein, puisque la majorité des éditeurs continuent à parler de ce régime d'auto-entreprise, même si le nom a changé, mais on n'est pas dans la légalité, on n'est pas dans la conformité. Alors, moi, je vois plusieurs questions qui apparaissent. On va les traiter au fur et à mesure où je ferai des synthèses. C'est simplement pour bien reformuler pour que le message soit bien compris. Le logiciel n'est pas obligatoire pour faire la gestion, la comptabilité. On peut très bien le faire avec un journal papier, bien sûr, sans arracher les pages et pages numérotées. Mais si on fait le choix de partir sur un logiciel, sur un outil numérique, il faudra qu'il soit conforme. Voilà, c'est pour répondre à une question. Est-ce que je suis en URL? Est-ce que je suis obligé d'avoir un logiciel? Non, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous faites recours à un logiciel, il devra être conforme. Une deuxième question aussi, et là je vais plutôt m'adresser à Vincent. Euh, je choisis de passer en comptabilité, quoi, de faire une informatisation de ma comptabilité. Mon entreprise, ma micro-entreprise est ouverte depuis décembre 2019. Est-ce qu'il va falloir enregistrer l'historique? Oui, l'historique de la comptabilité doit figurer sur ce qu'on appelle un livre des recettes encaissées. Donc, c'est la seule obligation comptable qui existe pour les micro-entreprises, c'est de tenir un livre de recettes. En fait, chronologiquement, vous reportez sur un document l'ensemble de ce que vous avez encaissé sur une période donnée, en l'occurrence le 1er janvier au 31/12. Donc, si je choisis de m'informatiser au niveau de ma comptabilité, bien entendu, je n'ai pas tout à refaire des années précédentes, c'est uniquement à partir de l'année en cours. On est bien d'accord, Voilà. Vincent? Ouais, exactement. Alors, pour compléter, Thierry, ce que tu évoquais, si on revient sur la partie devis facture, donc c'est exactement ce que tu as dit, on peut continuer à travailler avec des outils papier, hein, même si c'est pas bien forcément très pratique, etc. Simplement, la réglementation est très très claire, c'est que sur des devis et sur des factures, on a des mentions obligatoires à respecter. Ces mentions obligatoires sont les mêmes quel que soit le support. Donc, que je sois sur un logiciel ou sur du papier, entre guillemets, du moment que je fais des devis et des factures, il y a une réglementation et des mentions obligatoires qui sont à respecter, hein, qui sont les mêmes indépendamment du support qu'on va utiliser. Alors, toujours concernant nos ex-auto-entrepreneurs, alors ce qui est important, Vincent a abordé un petit peu la question de l'enregistrement des encaissements. Il y a une chose qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est quand on est dans le régime de l'ex-auto-entreprise, de bien faire la distinction entre la notion de bien et la notion de service. La notion de bien, on va faire très simple, c'est un produit que j'achète et que je revends. La notion de service, c'est de la main-d'œuvre, de la prestation de service. Cette notion de séparation est importante parce que derrière, je vais avoir un calcul de chiffre d'affaires et que ensuite, à la fois les plafonds et les cotisations ne sont pas les mêmes suivant les deux distinctions qu'on évoquait à l'instant. Donc, ce qu'il faut être vigilant aussi, c'est de bien faire cette ventilation pour qu'ensuite je puisse déclarer mon chiffre d'affaires et donc, par conséquent, payer mes cotisations, j'aurais tendance à dire au plus juste prix, hein, et pas payer des cotisations en trop ou qui sont pas bien réparties. Donc ça, c'est aussi un point à vérifier parce que tant qu'à faire, si on utilise un logiciel qui soit cette partie intéressante au niveau de ma gestion, ben, tant qu'à faire qu'il fasse des devis et des factures, c'est bien. Ce qui serait encore mieux, c'est qu'on puisse faire la distinction entre cette notion de bien et cette notion de service pour se faciliter ensuite, d'une part, le calcul du chiffre et une autre chose dont on parlera juste après. Et puis, Vincent l'évoquait, tant qu'à faire aussi, si on a un logiciel, ben, autant faire en sorte qu'il prépare les registres puisque derrière, les registres que sont le registre des achats et le registre des recettes, il faut les tenir. Et donc, autant que possible, autant si on a un outil qui fasse le maximum de choses pour éviter d'avoir à multiplier les supports et à multiplier les documents. Et donc, la finalité aussi de mon outil, c'est que derrière, il puisse me faire mon calcul, ma simulation de cotisation. Alors, souvent, on nous dit, mais ça, je peux le faire sur le site de l'URSSAF
quand je fais ma déclaration. Mais tant qu'à faire, si on peut le faire dans le logiciel, du moment que ce qu'on évoquait tout à l'heure, je saisis mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires, s'il est correctement ventilé avec cette notion de bien et cette notion de service, normalement, on doit être à même, et que les taux soient rentrés dans l'outil, on doit être à même de faire le calcul des cotisations. Le site sur l'URSSAF, évidemment, sera le site fiable officiel, mais si dans mon logiciel, j'ai déjà la possibilité de faire ce calcul, de préparer tout ça, de vérifier aussi au niveau où est-ce que j'en suis au niveau des plafonds, c'est quand même un plus non négligeable au niveau du logiciel. Et puis, il faut également penser qu'on n'est peut-être pas à l'abri d'évoluer, de changer de régime et de passer d'un régime d'auto-entreprise à éventuellement un autre régime fiscal où là, je serai assujetti à la TVA. Et dans ce cas-là, on a aujourd'hui des logiciels qui permettent de faire la passerelle depuis le régime auto-entreprise, éventuellement, hein, on dit bien éventuellement, vers le régime où je suis assujetti à la TVA. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu aussi dans un autre volet de la réglementation, c'est sur la collecte de données par rapport à RGPD encore, parce que Pascal va vous le présenter tout à l'heure et Vincent, on a énormément aussi de logiciels, des applications qui tournent en ligne et vous êtes amené à saisir des informations, je dirais personnelles ou confidentielles. Donc, que nous dit la réglementation au sujet de ce volet? Alors, c'est la suite, voilà, ce qu'évoquait Thierry. Donc, vous avez vu qu'au niveau de la réglementation, premier point, c'est de conformité à la loi antifraude de 2018. Et depuis également 2018, hein, c'était une année qui était propice à la réglementation sur pas mal de choses, notamment sur la réglementation informatique. Je dois également, c'est ce qu'évoquait Thierry, avoir un outil. Alors, on va expliquer un petit peu dans certains cas où on n'y est pas soumis, mais on sera très, très vigilant. On a une loi qui date du 25 mai 2018, qui est le RGPD, la réglementation générale sur la protection des données personnelles. Donc, ce RGPD implique que toute entreprise qui collecte et qui traite des données personnelles à mettre en place un certain nombre de choses, et notamment avoir le consentement des individus et garder ce consentement. Concrètement, ça veut dire que si je collecte des données d'individus, je prends par exemple le cas des clients qui vont être stockés dans mon logiciel sous forme de fichiers clients, il serait quand même très bien, très judicieux d'avoir la possibilité d'une part de stocker les données de mes clients, mais de pouvoir gérer cette notion de RGPD avec l'autorisation que me donne ou que me donne pas ce fameux client à pouvoir utiliser les données personnelles. Donc aujourd'hui, si j'utilise un logiciel qui stocke des données personnelles, exemple un fichier client, je dois vérifier également que mon logiciel est conforme au RGPD. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du RGPD la notion de sous-traitant. Hein. Ce n'est pas la notion de sous-traitant au sens technique, production, etc., mais c'est au sens d'outils que j'utilise, qui me sont mis à disposition gratuitement ou pas par un éditeur, par un prestataire. Donc, si j'ai ce genre de logiciel, et on est bien d'accord, dans lequel je stocke des données personnelles, notamment ce fichier client, je dois avoir une conformité pour prouver que mon logiciel est conforme au RGPD. Donc, par contre, vas-y Thierry, pardon. Ce point est très très important et on y reviendra tout à l'heure avec Vincent où il nous apportera une précision tout à l'heure quand on parlera d'un logiciel en particulier et on aura un exemple très concret que l'éditeur du logiciel va réutiliser les données pour en faire autre chose. Et il faut que vous en soyez conscient et ça, il faut le valider. Il faut le cocher et notamment c'est une traduction de cette fameuse loi du RGPD. Vous savez, sur beaucoup de sites internet, on nous demande de valider les cookies. Ça en fait partie de cette réglementation. Voilà. Par contre, on verra tout à l'heure, on a essayé de vous faire un petit listing, alors qui n'est pas exhaustif des logiciels. Il y a certains logiciels où simplement, alors on ne fera pas de démonstration parce qu'autrement il nous faudrait l'après-midi, mais on a certains logiciels où on peut faire des devis et des factures, mais où on saisit au coup par coup le client. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, je n'ai pas de fichier client, je ne stocke pas de données dans mon logiciel, je ne collecte pas de données. Donc dans ce cas-là, vu que je ne stocke pas de fichiers d'individus, alors que ce soit client et ou fournisseur, je n'ai pas besoin d'avoir un logiciel conforme au RGPD puisque dedans, je ne stocke pas de données. Je fais que de la saisie
au coup par coup. Alors, c'est peut-être pas très pratique parce que quand on est une entreprise, on aime bien quand même avoir un fichier client et c'est même fortement conseillé pour mettre en place différentes actions. Mais on a certains logiciels qui, justement, ne stockent pas de données, notamment pour pallier à cette réglementation, à ce fameux RGPD. Par contre, si mon logiciel stocke des données d'individus, notamment des données clients, c'est ce qu'évoquait Thierry tout à l'heure, dans mon logiciel, deuxième cas de figure un petit peu comme tout à l'heure, je dois être à même de sortir une attestation de conformité au RGPD. Donc, il y a une petite fonctionnalité comme quoi on va pouvoir prouver que le logiciel, et non pas l'éditeur, même chose que tout à l'heure, que le logiciel que j'utilise est bien conforme à la réglementation de 2018, à ce fameux RGPD. Donc, le RGPD, je crois qu'on l'abordera aussi un petit peu dans un de nos webinaires jeudi matin avec notre collègue David, parce que c'est notamment le point qu'évoquait Thierry tout à l'heure. La collecte des données personnelles et donc ce fameux RGPD ne touche pas que les outils de gestion, il concerne également les sites Internet, il ne concerne pas que les données informatiques uniquement, il concerne également les données papier. Donc, dès qu'on collecte des données d'individus, alors c'est des données de clients, mais ça peut être aussi des données de salariés, de fournisseurs, des CV, etc., on est soumis au RGPD. Donc, le thème sera abordé un petit peu jeudi matin par notre collègue David, notamment sur la partie site Internet. Donc, pour synthétiser, qu'est-ce qu'il nous faut ou à quoi doit répondre un logiciel de gestion, Pascal? Alors, le récapitulatif. Loi antifraude de 2018. Ça, c'est le premier point. Sauf pour les ex-auto-entrepreneurs, donc les micros non assujettis à la TVA. Donc, mon logiciel de gestion doit avoir l'attestation comme quoi il est conforme à cette loi antifraude de 2018. Il doit également être conforme au RGPD, ce qu'on évoquait tout à l'heure. S'il stocke des données d'individus, s'il ne stocke pas des données d'individus, on n'en a pas besoin. Et puis, il y a également la réglementation et la législation dont on parlait tout à l'heure pour les micros non assujettis à la TVA, les fameux ex-auto-entrepreneurs, notamment la mention non assujettis à la TVA avec l'article 293B et l'absence, ça j'insiste bien, l'absence d'information TVA, TTC, qui prouve que l'entreprise est bien non assujettie à la TVA. Également, il faut être vigilant, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que sur mes documents, je pense notamment à la partie devis facture, on a des mentions légales à mettre. Donc, il faut vérifier que dans le logiciel, d'une part, s'il y a des mentions légales, elles soient conformes, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, qu'elles puissent évoluer. Je vais prendre un petit exemple. Si je ne peux pas intervenir dans les mentions légales de mes devis et de mes factures, peut-être que mes documents ne sont pas conformes à la législation. Dans certains cas de figure, pour donner un exemple, je suis dans le bâtiment, j'ai une assurance professionnelle, la décennale. Cette décennale doit figurer, la mention doit figurer sur mes documents. Donc, si j'édite des devis et des factures, cet exemple-là est valable, la décennale doit figurer sur mes documents. Alors, des fois, on peut pallier un petit peu à ça, mais c'est une solution palliative qui vaut ce qu'elle vaut. On me dit, bah oui, mais alors là, ça va peut-être faire un petit peu bondir parce que là, c'est un peu contre-productif. On peut très bien dire, bah, je me fais mon papier en tête dans Word, par exemple, où je mets mes mentions légales, je le repasse dans mon imprimante et puis après, j'imprime dessus le reste des informations. Là, on frôle le bricolage. On va dire que ce n'est pas possible, mais pareil, si on utilise des outils, notamment des outils de gestion, des logiciels, tant qu'à faire, autant qu'on ait le maximum d'informations, autant qu'on puisse l'utiliser au mieux et notamment pouvoir intervenir sur ces mentions légales. Et ça, j'insiste bien, et puis je laisse la parole à Thierry juste après, pardon, indépendamment du fait que le logiciel soit gratuit ou payant. On est bien d'accord qu'après, il y a des règles à respecter. Voilà, que le logiciel soit gratuit ou payant, pour moi, le débat, il n'est pas là. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit conforme à la législation et conforme à la réglementation, et je dirais même à la réglementation au pluriel, si je puis me permettre, la loi antifraude notamment, le RGPD, la législation pour les ex-auto-entrepreneurs. Alors justement, je voudrais repréciser deux points que je vois passer dans les questions-réponses. Vous êtes très, très dynamique. Est-ce que le texte, et là je posais la question à Vincent, est-ce que la notion TVA non applicable, article 293B du CGI, est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire de le mentionner lorsqu'on n'est pas assujetti à la TVA? Obligatoire, sinon amende.
Ah, c'est clair. Vincent, c'est clair. Direct gendarme. Voilà. Autre question, et là, ça va plutôt pour être Pascal parce que c'est plus dans l'informatique. Est-ce que je vais pouvoir faire mon livre de recettes sous Excel? Oui, oui. Voilà. Alors après, ça va revenir un petit peu à ce qu'on va regarder tout à l'heure. Il y a certains logiciels qui me permettent de faire uniquement des devis et des factures, mais qui ne me permettent pas de faire le registre, ce qu'évoquait Vincent tout à l'heure. Donc, j'aurais tendance à dire c'est un petit peu bête d'avoir un logiciel qui permet de faire une moitié du boulot et puis d'utiliser d'autres outils pour faire l'autre moitié du boulot. Parce qu'après, le livre de recettes qu'on évoquait tout à l'heure va certainement m'amener à faire mon calcul de cotisation, à ventiler ma notion de biens et services. Donc après, ça peut devenir relativement compliqué. Plus on va multiplier les outils, c'est pas impossible, hein, mais plus on va multiplier les outils et plus on va avoir des risques d'erreur, quelque chose qui est changé d'un côté qui n'est pas repris de l'autre. Donc autant que possible, moi j'aurais tendance à dire si on peut, ben, on essaye d'avoir un outil qui fasse le maximum de choses et qui aille jusqu'au bout de ce que j'ai besoin au niveau de mon entreprise. Une question aussi que j'ai, ou une remarque, j'ai un site internet qui fait de la vente en ligne, donc avec des outils qui nous permettent de générer automatiquement les bons de livraison, les factures. Et à côté, j'ai aussi une comptabilité qui peut être informatisée parce que j'ai un logiciel que va nous présenter tout à l'heure Vincent et Pascal. Et bien, ces deux logiciels devront être conformes. Et pour ce qui est de la numérotation, et ben, on aura deux numérotations de factures parce que c'est deux outils différents. Donc, il n'y a pas de souci pour utiliser un site marchand. Et pour petite parenthèse, on peut aussi vous accompagner sur des outils de site marchand sans que ce soit des montants excessifs pour vous. Donc, faites très, très attention aussi au démarchage que vous pouvez avoir pour la création de sites Internet. Et pour compléter la remarque de Thierry, qui dit site marchand ou site tout court, dit stockage, collecte de données personnelles, donc conformité au RGPD. Encore, on retombe sur la même problématique qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. La notion de RGPD, elle est au-delà de la notion de devis-facture. Hein. Elle est dès qu'il y a collecte de données. Hein. Thierry, si tu souhaites compléter un petit Tout peu, il à n'y a pas fait, de souci par c'est rapport ça. à ça. Et justement, c'est une remarque d'une autre personne qui me pose la question, qui nous pose la question. Si j'ai un logiciel devis facture conforme, est-ce que je dois faire signe d'autorisation au client ou prospect? Je vais dire, c'est quand vous collectez des informations, par exemple, pour inscrire les gens à une newsletter, vous devez leur demander l'autorisation. Mais si la personne signe simplement un devis et une facture, il n'y a pas besoin de demander une autorisation. D'autorisation, par exemple, sera demandée lorsqu'on veut faire un book pour faire des photos, pour publier des choses sur Internet. Là, on va demander l'autorisation écrite aux personnes, ou comme, par exemple, quand on vous envoie un email ou si on veut se désabonner à une newsletter, il faut bien qu'il y ait la mention « Je souhaite me désabonner ». Je ne souhaite ne plus être destinataire des informations de votre part. Voilà. Alors, le plus simple, moi j'aurais tendance à dire, qui peut le plus peut le moins. Donc, le fait de demander le consentement de la personne, peut-être qu'à un instant T, vous n'en avez pas besoin, ou peut-être que pour une fonctionnalité, à un instant T, vous n'en avez pas besoin, mais peut-être ce qu'évoquait Thierry, plus tard, vous réutiliserez ces données à d'autres fins. Et dans ce cas-là, par contre, vous devrez avoir le consentement de la personne. Donc, une des solutions, c'est d'avoir l'accord dès le début pour vous faciliter les choses. Si après, il faut reprendre le fichier client et les recontacter parce qu'on souhaite avoir une diffusion d'informations qui n'étaient pas prévues au départ, ça va être relativement compliqué. Donc, est-ce qu'il ne vaut mieux pas tout faire dès le début, demander l'accord aux gens dès le départ, même si, a priori, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Hein. Ça, c'est un point aussi, je ne vais pas dire une petite astuce, mais qui peut vous donner des pistes aussi au niveau du travail. Alors certes, pour compléter ce qu'évoquait Thierry, il faut avoir le consentement, il faut le garder. Donc, on nous fait souvent la remarque en nous disant ben, c'est encore de la paperasse en plus, c'est encore des choses en plus. Certes, mais aujourd'hui, malheureusement, comme vous le voyez depuis 3/4 d'heure quasiment, on a de plus en plus de réglementations qui s'imposent aux entreprises, que ce soit sur la partie devis-facture, sur la partie collecte de données personnelles, on est quand même soumis de plus en plus à de la réglementation. Donc, qui dit réglementation, dit contrainte et dit paperasse pour nos entreprises. On peut vous accompagner, on peut vous rassurer, c'est pas forcément compliqué, mais surtout, faites bien des fichiers clientèle. C'est très important lorsque vous voulez communiquer sur l'entreprise et malheureusement, on l'a connu pendant la crise où des entreprises auraient bien voulu communiquer auprès de leurs clients, mais ils n'avaient pas les informations ou pas traitées, pas disponibles. Donc surtout, pensez bien à ce fichier clientèle et des fois, c'est même une mine d'or que vous avez dans l'entreprise. C'est des personnes que vous allez pouvoir recontacter pour leur représenter des produits, des services,
des garanties, des compléments, bref. Donc, on a beaucoup parlé de réglementation. Alors, pour compléter la remarque de Thierry, ce qu'il faut voir également, c'est que dans certains logiciels dont on parlait à l'instant, on va avoir la possibilité de stocker un fichier client et ensuite de pouvoir l'exporter. Alors là, on va faire un tout petit peu de technique, mais ça va rejoindre la remarque de Thierry à l'instant, de l'exporter par exemple sous un format Excel pour ensuite pouvoir l'utiliser, faire par exemple du publipostage et utiliser Word entre guillemets pour reprendre les données et les triturer depuis le fichier client. Et ce fichier client étant issu de mon logiciel de facturation, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, autant que possible, si j'ai un logiciel de facturation, il y a de grandes chances que dedans j'ai un fichier client, donc ce n'est pas la peine à côté de refaire un autre tableau Excel pour pouvoir remettre des informations qui vont être similaires, complémentaires, et puis avoir un risque d'erreur très très important. Donc autant que possible quand on peut, on minimise les outils et on essaye de faire le maximum de choses dans les outils. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est avant de se lancer dans un logiciel, parce qu'ils seront tous meilleurs les uns que les autres, c'est déjà de se poser, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, et ensuite de choisir le logiciel ou l'outil en fonction. Donc, on a beaucoup parlé de réglementation, et maintenant, je vous propose que Pascal et Vincent nous donnent des noms de logiciels, parce que c'est ce que j'attends depuis un petit moment. Et je laisse la parole maintenant à Vincent et à Pascal. Alors, on va essayer de vous donner des noms, ce que disait Thierry. On est bien d'accord que la liste n'est pas forcément exhaustive, hein, parce que si vous tapez dans Google, notamment logiciel gratuit auto-entreprise, vous devriez avoir entre 150 et 200 000 réponses. Donc, c'est un peu la folie douce. Après, il va falloir trier un petit peu tout ça. Donc, là, les quelques remarques qu'on va vous donner vont vous donner des pistes. Moi, j'ai passé un petit peu de temps à les tester. Alors, pas forcément à fond, mais en essayant quand même de voir ce qu'on évoquait tout à l'heure, les points forts et les points faibles. Et les outils dont on va vous parler à l'instant, ce sont des outils gratuits. C'est ce que je vous ai mis tout en bas de la diapo, du slide. Il y en a d'autres, mais payants. Mais le thème aujourd'hui de notre petit webinaire était quand même de se focaliser sur les outils gratuits pour faire ma partie gestion, notamment la partie devis facture. Alors, pour les ex-auto-entrepreneurs, j'en ai trouvé un qui s'appelle Team AE. Alors là, c'est vraiment le basique du basique de chez Basique. C'est-à-dire que dedans, il n'y a pas de fichier client et pas de fichier produit, c'est-à-dire qu'on fait une saisie à chaque fois, hein, à chaque fois qu'on a besoin de faire un document. Alors, c'est pour ça que, comme on expliquait tout à l'heure, ce logiciel n'est pas soumis au RGPD puisqu'il ne stocke pas de données d'individus, puisqu'il n'y a pas de fichier client. Il y a des registres à l'intérieur, le registre des achats et le registre des recettes dont parlait Vincent tout à l'heure. Mais pareil, ils ne s'alimentent pas automatiquement. C'est ni plus ni moins qu'un assemblage de plusieurs outils dans un logiciel. Il n'y a pas de calcul de cotisation. Et puis, au niveau du passage de documents, quand on veut paramétrer les documents, on évoquait tout à l'heure des mentions à mettre, c'est tout bêtement une zone de texte. Donc, c'est un truc gratuit, mais j'aurais tendance à dire on en a pour notre argent. Là, on est vraiment avec un outil basique de chez Basique, qui est un petit peu connu, hein, dont on a déjà un petit peu parlé, mais vraiment on est dans un outil simplissime. Le deuxième, alors là je laisserai Vincent un petit peu compléter parce que ça fait partie des outils qu'on ne trouve pas trop mal, on va dire, hein, qui s'appelle Free Devis Facture. Qui permettent donc de gérer des devis et des factures avec le montant hors taxe. Donc là, on est dans les clous. Fichier client, fichier produit et la ventilation biens et services, les registres et le calcul des cotisations. Donc, je vais laisser Vincent un petit peu en parler parce que c'est un outil, je crois, qu'il connaît, il va pouvoir nous donner un petit peu plus de compléments par rapport à ça. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment sur de la micro-entreprise, ce qu'on met en avant pour commencer en micro-entreprise, c'est le fait que c'est une entreprise, c'est la première strate des entreprises en France et que c'est une catégorie d'entreprise qui permet de développer son activité à moindre coût. Et développer son activité à moindre coût passe par l'optimisation des coûts. Free Devis Facture, c'est un logiciel que vous téléchargez directement sur Internet et que vous installez sur votre ordinateur.
il est bien pour le fait d'être gratuit. Vous pouvez donc éditer des devis, des factures. Vous pouvez aussi créer un fichier client. Et par rapport à d'autres logiciels, la politique comment dire, d'utilisation de vos données, c'est uniquement lié à des fins statistiques. D'ailleurs, vous pourrez trouver sur le site Free Facture 2, hein, c'est Free Facture 2, Oui. la politique d'utilisation des cookies. Qui vraiment, comme je dis, est utilisée à des fins statistiques et pas à des fins statistiques et commerciales. On le verra sur sur une autre solution, sachant qu'ils vous laissent la possibilité de bloquer leurs cookies, quoi. Concernant les demandes relevant de la CNIL et comment paramétrer au mieux votre activité par rapport non seulement au respect de vos données et à ceux de vos clients, il y a ils ont un site de relations clients qui vous explique comment faire au mieux par rapport à ça. Mais voilà, c'est un logiciel qu'on télécharge directement et qu'on installe sur son ordinateur, qui vous permet d'éditer des factures et des devis en PDF, qui vous permet de renseigner directement les mentions obligatoires pour un micro-entrepreneur, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, notamment le fait de l'article du 293. Donc, c'est bien pour débuter. Au même titre qu'un autre logiciel, parce qu'on n'en met pas un par rapport à d'autres, qui s'appelle Caféo, Kafeo, qui est sur le même système. C'est-à-dire que je le télécharge. Concrètement, c'est sur 01net, hein, sur un site où vous pouvez télécharger d'autres logiciels et vous l'installez sur votre ordinateur et ça vous permet de déjà travailler correctement dans le cadre d'un lancement d'activité en micro, dans le sens où vous pouvez directement paramétrer vos devis factures et aussi votre fichier client. Alors, Caféo, je serais un petit peu plus mitigé tout à l'heure. J'aurais deux petites remarques à faire par rapport à ça. Mais voilà, on se rejoint en tout cas sur Free Devis Facture 2. On est tout à fait d'accord, on est tout à fait cohérent là-dessus. Et pour compléter, parce que je crois qu'on avait des remarques tout à l'heure, et puis Thierry, je te laisserai faire après, on est bien d'accord que cette mention non assujettie à la TVA et article 293 B du CGI, elle est obligatoire à mettre sur vos documents devis facture. Hein, je crois que j'ai vu passer une petite remarque en disant c'est plus obligatoire, etc. C'est passé. Non, c'est toujours à mettre. Et tu me confirmes bien, Vincent, que la mention nette de taxe n'est pas correcte? Non. Ok, hors merci. taxe, hors taxe. On facture hors taxe quand on n'est pas. Ok, merci. Deux logiciels de présenter. Je vous propose un troisième, Henri. Alors, Henri, ça c'est un vaste débat parce que souvent on entend pas mal de remarques par rapport à Henri. Alors, moi, j'aurais tendance. Alors, c'est ce que je vous ai mis en haut, c'est soi-disant des logiciels qui se disent conformes. Et là, j'ai un gros souci avec Henri et je vous ai mis, on vous fera passer les supports après. Dans Henri, c'est clairement indiqué, notamment dans la foire aux questions faite par l'éditeur, que pour les auto-entrepreneurs, vous vous embêtez pas, vous nous mettez royalement une TVA à 0% avec la notion de TVA et la notion de TTC. Donc là, j'aurais tendance à dire, on n'est pas bien du tout, du tout. Donc, je ne dis pas qu'Henri n'est pas bien, mais je dis qu'Henri n'est pas bien pour les micro-entreprises non assujetties à la TVA, puisque c'est ce qu'évoquait Vincent à l'instant. On ne doit pas faire figurer absolument pas la notion de TVA et la notion de TTC. En plus, dans Henri, on n'a pas de séparation entre cette notion de biens et services. Donc, si on veut vraiment optimiser et faire son calcul de chiffres et son calcul de cotisation, on n'est pas avec un outil qui sera suffisamment performant pour les autos. Je ne dis pas pour les autres, ça on en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors justement, oui, je vais devancer un petit peu la question, mais si vous connaissez la réponse, hein, Pascal ou Vincent, parce que je ne maîtrise pas personnellement Henri, quand je suis assujetti à la TVA, exemple dans l'entreprise de bâtiment, où vous savez, dans le bâtiment, on peut avoir trois taux de TVA différents, et notamment lorsqu'on fait de la TVA à 10%, est-ce que cet outil permet de gérer automatiquement l'attestation au client pour des travaux à 10%? Moi, je dirais non. D'accord, ok. Moi aussi.
D'accord. OK. Par contre, alors on en parle un petit peu tout à l'heure, on anticipe. Pour moi, c'est un bon logiciel de facturation dans ce qu'on appelle notre jargon logiciel standard, hein, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc, qui n'est pas spécifique à une activité professionnelle particulière. Donc, si on continue dans les logiciels qui ne sont pas forcément conformes, on a pareil Compta AE. Donc, Compta AE, où il y a marqué TTC, il y a bien la notion de hors-taxe, mais il y a pas la notion de il y a la notion de TTC. Donc là, on est un peu dans la problématique qu'on évoquait tout à l'heure. Pas de séparation sur la notion de biens et services, pas de fichier client et pas de fichier produit. Et puis, il y a Gestan aussi, qui est pareil, qui lui n'est pas conforme au RGPD. Et voilà, et où on n'a pas cette notion de gestion aussi approfondie que ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, notamment dans Free de Vie Facture. Et puis sur la slide suivante, alors pareil, hein, le MyAE qui est aussi très connu, qui pourrait aller dans une certaine limite. Pour moi, il y a deux inconvénients. Il y a trois inconvénients, pardon. C'est qu'il n'y a pas la notion d'acompte dans la partie devis. On ne gère pas de fichier produit, donc ça veut dire qu'on refait la saisie à chaque fois quand on fait un devis de mon contenu. Et il y a un fichier client, mais qui n'est pas conforme au RGPD et avec une mise en page qui est très très simple, très basique. Et si on veut avoir, puisque c'est censé être un logiciel pour les micros non assujettis à la TVA, si on veut migrer, avoir le calcul des cotisations, il faut passer sur une version payante. Et Caféo, dont parle un petit peu Vincent tout à l'heure, moi j'ai un petit souci parce qu'on retrouve là, il y a une belle colonne TVA en plein milieu et un petit TTC à la fin et pareil, fichier client, mais pas pas la conformité RGPD. Et puis facture.net qui est un petit peu dans la même logique aussi, qui pourrait un petit peu convenir, mais pareil, il y a quelques points qui ne sont pas vérifiés, notamment la conformité RGPD. Hein, vous vous rendez compte qu'il y a peu de logiciels qui sont conformes à la réglementation sur la protection des données perso, qui est quand même un des sujets importants. Hein. Donc voilà, sur un petit balayage rapide, hein, on ne va pas se dire qu'il n'y a que ça. Et sachant que ce qu'on évoquait tout à l'heure, là, on s'est focalisé sur des logiciels gratuits. Il y a des logiciels pour les auto-entrepreneurs, hein, les micros sans TVA. Il y a du logiciel payant qui est conforme à la législation et qui remplit toutes les modalités dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, aujourd'hui, sur le webinaire, on s'est vraiment focalisé sur les outils de gestion gratuits. Et si on avait quelques petits conseils, ça rejoint un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Avant de faire des choix, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Hein, on peut vous aider. Voilà, vous avez vu qu'on essaye de regarder, de pointer un petit peu les logiciels, de les tester. Je rejoins la remarque de Thierry qu'il a fait tout à l'heure de bien définir ses besoins. Je vous ai mis quelques petites remarques. Est-ce que j'ai besoin de gérer des acomptes ou pas? Est-ce que j'ai besoin, quand j'ai fait des devis, d'en prendre plusieurs et d'en transformer en une seule facture? Est-ce que je souhaite gérer mes modes de paiement, ce qui est quand même quelque chose de pratique pour beaucoup d'entreprises? Et puis, cette notion d'accompagnement, elle va être aussi importante. C'est que dans la majorité de ces logiciels, qui sont des logiciels libres, gratuits, souvent, il n'y a pas de support. Donc, il faut se débrouiller tout seul. Ça peut le faire, mais des fois, ça peut un peu moins bien le faire. Donc, pareil, sur ces outils-là, il vous faut un petit peu d'accompagnement. Je pense que c'est quand même nécessaire. Se lancer tout seul, ce n'est pas infaisable, mais dans certains cas de figure, c'est un petit peu compliqué. Et puis, penser à l'évolution de l'entreprise, qu'on disait tout à l'heure. Hein, si on démarre en micro sans TVA, on sera peut-être amené plus tard à faire des documents avec de la TVA. Donc, voir au niveau des outils que j'utilise, justement, s'il y a une évolution possible pour éviter de repartir à zéro, de changer de logiciel, de ressaisir le fameux fichier client et de ressaisir tout ça et reprendre éventuellement l'antériorité. Et puis vérifier l'éditeur aussi. Moi, j'aurais tendance à dire, plus l'éditeur est connu, plus il a de poids et plus il y a de chances, entre guillemets, qu'il soit conforme. Les petits outils qu'on trouve, hein, parce qu'on en trouve régulièrement, on n'est pas certain que, d'une part, au niveau des fonctionnalités, on soit vraiment dans les clous, mais que va devenir cet éditeur, hein, on ne sait pas s'il y a une fiabilité derrière, si tout est bien conforme, mais s'il y aura toujours un poids de cet éditeur. On est sur des petits outils, mais même si on est sur des petits outils, on est quand même en train de mettre en place
et de faire le suivi de la gestion de l'entreprise. Donc, il faut quand même qu'on ait des outils qui tiennent un petit peu la route et derrière un éditeur qui ait quand même un minimum de poids au niveau de son avenir. Alors, avant de passer au logiciel, pour ceux qui ne sont pas soumis au régime de micro, deux petites précisions, c'est qu'on vous refera suivre la semaine prochaine la présentation, vous recevrez un mail. Et tout à l'heure, on voyait sur les diapos que nous présentait Pascal B et S, hein, c'était biens et services. Ah oui, C'est pardon. c'est pour faire court, pour ne pas avoir se répéter. Hein, donc le B, le S, c'est biens et services pour les micros. Et j'avais aussi une autre remarque, micro-entreprises et SASU non assujettis à la TVA, bien sûr, c'est le même principe de fonctionnement. Donc maintenant, on va passer aux entreprises assujetties à la TVA. Voilà, hein, on a donné quelques pistes, vous avez vu, qui sont quand même assez restreintes sur les logiciels gratuits. Là, on a essayé de regarder un petit peu ce qui existait pour les entreprises qui ne sont pas dans le régime de la micro sans TVA, donc j'aurais tendance à dire entre guillemets pour les autres. Il y en a un vraiment pour moi qui sort du lot, c'est Oxygène. Oxygène, alors moi je suis en train de le tester et j'ai découvert dedans des fonctionnalités très très intéressantes. Et c'est vraiment un logiciel gratuit et vous allez comprendre tout à l'heure la philosophie du produit. C'est un logiciel qui comporte plusieurs modules, donc qui permet de faire de la compta et de la vraie compta, qui est également un module de gestion commerciale. Donc, ce qu'on appelle dans notre jargon la gestion commerciale, c'est la partie devis facture, pour simplifier un petit peu, devis facture et règlement. Il y a également un outil de paye, d'immobilisation et de CRM de gestion client. Et c'est un produit qui a été développé par un éditeur de logiciels de gestion qui est très connu, qui s'appelle Memsoft, qui est un des leaders en France. Et donc, Oxygène est le produit gratuit. Alors, je vais dire entrée de gamme, mais déjà une entrée de gamme relativement pointue et relativement poussée, qui, à mon avis, peut satisfaire beaucoup de nos structures, qui est donc le produit, entre guillemets, entrée de gamme, mais gratuit de cet éditeur. Par contre, installable sur l'ordi. Et le deuxième dont on a parlé tout à l'heure, alors autant on était un petit peu réticent sur son utilisation pour les ex-auto-entrepreneurs, autant pour les autres entreprises, pour moi, c'est un outil qui est pas mal, qui s'appelle Henri, hein, qui est relativement connu, qui lui, contrairement à Oxygène, qui s'installe sur l'ordi, lui est un outil en ligne avec des fonctionnalités de gestion commerciale, de devis facture. J'ai vu récemment, alors je laisserai Vincent compléter parce qu'il le connaît aussi, hein, des nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, à partir de l'identité du client, on va récupérer ses données INSEE. Donc, ça permet de compléter la fiche client relativement rapidement. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu, c'est un produit qui a été créé par un prestataire qui s'appelle Rivalis. Rivalis conçoit des outils de suivi de gestion notamment. Et Rivalis a créé ce produit Henri qui est un outil gratuit qui est pas mal pour la partie devis facture et qui est conforme à la législation et notamment conforme au RGPD. Je crois que pareil, Vincent, tu peux compléter un petit peu aussi si… Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Henri donc, effectivement a été créé par Rivalis. Rivalis, qui est un réseau de conseillers en gestion d'entreprise sur toute la France, en fait, qui sont basés en Alsace. Il conseille Philippe Etchebest Oui, voilà, notamment. j'allais venir. Ceux qui regardent Cauchemar en cuisine, HTBest, à un moment donné, il va voir Son pote. sa connaissance qui est conseiller. Ça va très vite et il y a marqué conseiller chez Rivalis, en fait. Et alors, oui, c'est un outil, effectivement, à la différence de Free Devis Facture. À la différence de Free Devis Facture qu'on installe sur l'ordinateur, c'est un compte directement en ligne, hein, Henri. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, vos données sont traitées, quoi. C'est expliqué dans leur charte d'utilisation des données. C'est-à-dire qu'ils vont céder vos données à d'autres entreprises qui vont vous rappeler. Donc, il y a vraiment un axe commercial derrière. Et l'idée, c'est voilà, de faire de vous démarcher au niveau commercial en tant que chef d'entreprise pour vendre des services derrière. Après, l'interface est vraiment très bien faite, hein, enfin, du moins actuelle par rapport à Free Devis Facture. Donc là, on est vraiment dans avantage-inconvénient. Voilà ce qu'il faut savoir sur Henri, quoi.
Voilà. Et puis, pour terminer cette liste qui est, comme on le disait tout à l'heure, non exhaustive, il y a également un outil qui est pas mal, qui s'appelle Dolibar. Alors là, c'est un produit qui est un petit peu spécial. Dire que d'origine, il va avoir ses fonctions de gestion commerciale de Vifacture qui peuvent s'associer à de la gestion de projet, avec notamment à l'intérieur des gestions d'abonnement et des gestions d'intervention. Donc pour les entreprises qui ont cette notion de contrat et de récurrence au niveau des prestations, c'est un logiciel qui peut être intéressant. Il y a également un module de caisse avec la notion de back-office et de front-office. Et ils ont en place, ils ont créé, on connaît un peu l'Apple Store et toute la clique qui va bien. Ils ont un store qui s'appelle Dolly Store, dans lequel il y a un wagon de modules, de choses qui peuvent se rajouter. Par contre, à vrai dire, c'est un peu complexe à utiliser. Il faut vraiment rentrer dedans pour aller chercher les outils, le paramétrer. Mais en tout cas, en termes de performance, et je pense que, en tout cas, moi personnellement, je vais creuser un petit peu parce qu'on se rend compte qu'il y a il y a pas mal de modules qui peuvent se greffer sur la gestion commerciale et qui peuvent peut-être répondre à la problématique et à la demande de certaines de nos entreprises. Et puis le dernier que j'ai trouvé récemment également, qui s'appelle Open Concerto, qui est également relativement complet avec gestion commerciale, compte à paye, un module de point de vente, avec ce qui est assez rare au niveau de la gestion, une version Mac. Par contre, dedans, qui n'est pas encore conforme au RGPD, mais a priori qui est en cours de mise à jour et qui est en cours de régularisation par rapport au RGPD. Bon, le RGPD, même si ça date de 2018, on sait qu'il y a encore pas mal de pas à faire pour beaucoup d'éditeurs et pour beaucoup de logiciels. Donc voilà, un petit tour d'horizon sur une liste de logiciels. Là, on est vraiment sur des produits qui sont beaucoup plus complets, hein, qui peuvent concerner plusieurs fonctionnalités de l'entreprise, mais toujours, on revient à notre discours de départ avec des outils gratuits. Hein. Je pense qu'on est tous les uns et les autres autour de cette visio à connaître d'autres logiciels, que ce soit chez Sage, que ce soit chez BP, que ce soit chez Quadratus, j'en passe, c'est pas forcément des meilleurs, où là, vraiment, on a des outils de gestion qui sont payants. Mais aujourd'hui, le focus qu'on souhaitait faire, c'était de regarder un petit peu ce qui se passe sur le côté gratuit au niveau de nos outils de gestion. Alors, pour compléter les propos de Pascal, quand vous prenez une application en ligne, je veux dire, c'est valable sur tout navigateur, il n'y a pas besoin de se poser la question est-ce que je suis sur un Windows, un Mac ou un Linux, ou voir, je peux même travailler avec ma tablette. Lorsqu'on installe une application sur son ordinateur, il faudra aussi vérifier avec son système d'exploitation, et notamment des applications qui ne seront pas fonctionnelles sur des Mac. Donc faites attention à ça avant d'aller télécharger une application, une installation. Et pareil, on nous a présenté, on a fait le choix de vous présenter des outils gratuits. On peut retrouver des extensions où ils vont nous les faire payer, ou par exemple si on veut l'installer 2 fois ou pour gérer 2 entreprises avec, là on sera obligé de passer à une version payante. Donc avant de se lancer dans l'acquisition d'un logiciel, c'est la petite synthèse que va nous présenter Pascal, les petites questions ou les bonnes questions à se poser avant. Oui, puis je vois notamment une petite remarque de Noémie qui nous dit, voilà, il y a une dernière version d'Open Concerto et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je vais avouer que je n'ai pas testé la toute dernière qui, a priori, remplit encore un petit peu plus de fonctionnalités. Alors, si on peut résumer un petit peu au niveau du choix des logiciels, déjà une question à se poser, c'est est-ce que je pars sur du logiciel standard ou du logiciel métier? Pour essayer de faire très simple, logiciel standard, notamment sur la partie devis-facture, ça va être le même logiciel quelle que soit mon activité. On a en face des logiciels qu'on appelle dans notre jargon spécifique métier. Donc concrètement, des logiciels pour les gens du bâtiment, des logiciels pour les garagistes, des logiciels pour la vente, des logiciels pour les coiffeurs. Donc déjà, il y a une orientation, une question à se poser dans quelle catégorie je me mets. Ensuite, voir les éventuelles liaisons entre les logiciels. On a vu qu'il y avait des fonctionnalités différentes qui sont l'éventuelle utilisation de la compta, de la paye, de la partie devis-facture, la partie gestion des IMO. Donc, il faut voir, et ça revient un petit peu à ce qu'évoquait Thierry tout à l'heure, mes besoins et comment je souhaite travailler avec ces différents logiciels
d'une part au sein de mon entreprise, voire éventuellement avec d'autres prestataires. Et là, c'est un point aussi qui est à étudier. Est-ce que les données de mon logiciel seront exportables et récupérables autant que possible par mon comptable ou pour mon expert comptable? Si derrière, il faut que ce prestataire reprenne tous mes documents pour tout ressaisir, le gain de temps et le gain d'argent, il ne sera pas forcément très évident. Donc, il faut aussi vérifier que les outils que j'utilise sur cette partie gestion puissent avoir une compatibilité avec certains prestataires et notamment mon comptable. Bien vérifier les aspects législatifs, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les deux points importants, l'attestation RGPD, l'attestation conformité loi antifraude de 2018. Est-ce que c'est préférable en ligne ou sur ordinateur? C'est exactement ce qu'évoquait Thierry à l'instant. Sur ordi, je suis contraint à utiliser mon ordi sur une seule utilisation. En ligne, on a une utilisation qui est différente. Et la tendance qu'on a aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'éditeurs passent en formule abonnement. La formule en achat où je paye une fois et c'est fini se voit de moins en moins. Avantages, inconvénients, sans rentrer trop dans les détails, l'achat pour moi c'est de l'investissement, l'abonnement c'est une charge, ça passe en fonctionnement. En abonnement, je pense qu'au bout d'un moment ça va revenir un petit peu plus cher, sauf qu'on a toujours les dernières versions avec les dernières mises à jour, ce qui est quand même non négligeable sur des outils de gestion où, comme on l'a vu tout à l'heure, la réglementation, la législation évolue. Donc la solution de l'abonnement, c'est aussi entre guillemets un point de facilité par rapport à cette conformité et à cette mise à jour qui est quasi permanente. Et puis, il faut bien être conscient aussi que tous ces outils-là, il y a un coût, que ce soit en abonnement ou en achat, mais il faut être vigilant également sur les coûts indirects que ça peut générer, les coûts de formation, et ça, on le voit régulièrement. L'utilisation de nouveaux logiciels ou de nouvelles versions oblige, dans certains cas de figure, à repasser par de la formation. Les paramétrages, les mises en place des outils au départ, c'est pareil, c'est un point de vigilance qu'il faut avoir parce qu'il faut être certain que la mise en route se passe de la meilleure manière possible pour éviter ensuite d'avoir des problèmes et puis éventuellement des choses qui sont dans certains cas non rattrapables. Les mises à jour, on en parlait tout à l'heure, et puis une éventuelle assistance que je peux avoir, que je souhaite avoir ou pas avec mon interlocuteur et avec mon prestataire. Donc, c'est vrai que par rapport à certains outils qu'on a évoqués cet après-midi, c'est un petit peu plus délicat d'avoir une assistance ou une formation de la part du prestataire ou de la part de l'éditeur. Donc, c'est des choses auxquelles il faut être vigilant, même si certains outils, entre guillemets, sont simples, il faut quand même faire attention à un certain nombre de choses sur les paramétrages, les mises en place, etc. Il faut être vigilant. C'est des outils de gestion qu'on utilise qui ont quand même des conséquences et qui peuvent avoir des conséquences non négligeables au niveau de l'entreprise. Ce n'est pas comme un Word ou un Excel où là, si je fais des bêtises et des erreurs, il n'y a pas de conséquences. Là, au niveau de mes outils de gestion, il peut y avoir des conséquences non négligeables pour l'entreprise. Alors Pascal, une petite question pour repréciser. On a présenté plutôt des logiciels ou des applications standards qui n'étaient pas dédiées à un métier, mais est-ce que Oxygène, est-ce que Henri vont être adaptés à des entreprises de bâtiment? Alors, je vais répondre autrement. Alors, Oxygène fait partie de la gamme Memsoft. Il me semble que chez Memsoft, il y a un logiciel bâtiment sous réserve, à vérifier, mais en version gratuite, je dis non. Et Henri, je dis non aussi. Je ne sais pas, Vincent, ce que tu en penses, mais on est vraiment sur du logiciel standard, là. Après, le bâtiment, quand on parle de bâtiment, on a énormément aussi de métiers dans le bâtiment, entre de la plomberie, de la couverture, de la maçonnerie. Donc, c'est aussi difficile à répondre à cette question, je dirais un peu piège pour Pascal. Mais il faut regarder en amont un petit peu quel métier on va voir. Est-ce que c'est des contrats de maintenance? Je pense par exemple à de la plomberie. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Déjà de lister tous ses besoins et ensuite de faire le choix du logiciel. Et si les logiciels gratuits ne conviennent pas, ne pas hésiter à aller du coup sur des logiciels payants. Alors, ça va coûter plus cher, bien entendu, mais il faut aussi voir le gain de temps qu'on va avoir derrière. Parce que si c'est gratuit, mais qu'il y a beaucoup de reprises à faire, c'est beaucoup de temps et le temps coûte de l'argent.
Et pour compléter, Thierry, sans rentrer trop dans les détails, tu évoquais le bâtiment et ça c'est l'exemple typique. Pour moi, un logiciel bâtiment et spécifique bâtiment ne se justifie que pour quelques activités du bâtiment. On ne va pas faire un cours sur les logiciels et sur les choix des logiciels, notamment des logiciels métiers, mais pour donner un petit exemple, dans un logiciel bâtiment, on a la possibilité d'intégrer des tarifs et des bibliothèques fournisseurs. Alors autant c'est valable pour moi, pour un électricien et un plombier, sans dénigrer les autres métiers. Je ne suis pas convaincu que du côté d'un terrassier ou d'un maçon, il y ait utilité de récupérer des tarifs fournisseurs. Donc dans ce cas-là, un logiciel standard de gestion commerciale de devis facture peut très bien convenir et par conséquent peut-être se pencher sur le logiciel gratuit. Mais en tout état de cause, à ma connaissance, au niveau des logiciels spécifiques métiers, j'ai rien vu de gratuit. Alors je dis pas qu'il y en a pas, parce qu'il y a énormément, il y a pléthore, mais j'aurais tendance à dire qu'il y en a pas en gratuit. Alors, j'ai une remarque d'un participant qui dit: on est du bâtiment, on a utilisé Henri au début, mais on a migré rapidement sur autre chose car c'est trop pas assez adapté à... Voilà. Bah, c'est exactement le discours qu'on évoquait à l'instant. Voilà. Donc, voilà, donc quelques petits conseils pour ça. Alors, on a évoqué à l'instant le fait que le choix d'un logiciel, le choix des fonctionnalités n'est pas forcément très évident. Donc, c'est là où, au niveau de la chambre, on peut vous accompagner. Thierry et moi, je fais partie de la petite équipe Bourgogne-Franche-Comté qu'on vous a présentée tout à l'heure et qu'on vous représentera. Donc, on peut vous accompagner sur la partie numérique sous forme de diagnostic. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes au niveau de vos entreprises où on fait un état des lieux. Alors, avec deux versions, sans rentrer trop dans les détails, ce qu'on appelle un autodiag où là, vous travaillez tout seul en ligne et le diag où là, nous, on agit et on intervient. On peut vous accompagner, alors ce n'était pas la problématique du jour, mais qui peut être intéressante pour vous sur la partie création de site, soit en amont sur le cahier des charges pour aider à la rédaction, soit sur l'audit de site, sur des sujets liés à la signature électronique, notamment pour les garagistes qu'on a évoqués tout à l'heure ou les marchés publics. Et puis, un point qui peut être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut vous accompagner gratuitement en entreprise sous forme de journée ou de demi-journée sur différents thèmes. On vous a donné des exemples sur des noms de domaine, sur les réseaux sociaux, le fichier client dont on parlait tout à l'heure, le RGPD, la mise en place, le paramétrage de certaines applications. Voilà, on peut vous accompagner au niveau de la chambre. Action, par contre, réservée à nos ressortissants, donc réservée aux ressortissants chambre de métier. Et puis, on a également un catalogue, un panel de formation qui est assez important, que ça passe sur la création de sites, sur certains outils de gestion, parce qu'on ne peut pas tout traiter, et également sur des formations un petit peu plus techniques, les outils de dessin, etc. Et puis, la Chambre peut également vous accompagner, on a évoqué à l'instant le numérique, sur d'autres actions, du coaching d'activité pour essayer de vous faire évoluer sur vos projets de développement au niveau de l'entreprise, sur des dossiers d'aide, éventuellement de subventions, etc. Donc là, ce sont plus nos collègues comme Vincent qui est avec nous qui vont pouvoir vous accompagner sur ces domaines-là. Et puis également dans les autres domaines d'activité, c'est une action qui est un petit peu similaire à celle du numérique avec nos amis dont Thierry fait partie du développement durable pour vous aider à faire un état des lieux et puis améliorer les performances de l'entreprise dans le domaine de l'énergie en particulier. Thierry, si tu veux compléter un petit peu, c'est exactement les mêmes. Aussi, tu connais. Voilà, c'est exactement la même démarche. C'est mis en place par le gouvernement dans le cadre du plan de relance et on travaille déjà sur le numérique. Ça fait faire des états des lieux, notamment sur les factures de l'énergie, sujet d'actualité. Mais ça peut être aussi des préconisations pour faire des éco-gestes, faire des économies financières, mais aussi de gestion de matière. Et on peut vous informer sur les aides ou de développer des marques comme Réparateur pour ceux qui sont engagés dans la réparation. On fait aussi une opération de déstockage une fois par an sur les déchets dangereux. Et ça, vous recevez un mail de la Chambre de métier qui vous informe. Mais surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc sur le numérique, sur le développement durable, sur l'accompagnement en cours de développement. Et je finirai aussi sur la formation parce qu'elle a évoqué la formation. On a des formations auprès des dirigeants, des chefs d'entreprise et leurs conjoints collaborateurs. Vous recevez un catalogue, il est aussi consultable sur notre site internet. On vous le renverra, renverra le lien parce que c'est un catalogue qui a été édité à chaque semestre. Pareil, si dans ce catalogue, vous voyez des formations qu'on ne propose pas, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça peut nous donner des pistes de formation. C'est des formations qui peuvent se faire en présentiel,
mais on développe de plus en plus des formations à distance. Une prochaine qu'on va développer à la rentrée, quoi. Je dis à la rentrée à partir de janvier, notamment Canva, une petite application en ligne. Quand je dis petite, non, on devrait dire une application en ligne qui permet de faire de la mise en page de documents, flyers, cartes de visite, affiches. Je vous en dis pas plus parce qu'il y aura 2 webinaires qui seront prévus cette semaine sur ce sujet. Et aussi le service des ressources humaines, apprentissage. Bon, l'emploi, vous connaissez les difficultés évidemment qu'on rencontre pour retrouver des salariés. Donc l'accompagnement pour la recherche d'apprentis et aussi l'aide au recrutement de salariés, donc nos collègues qui sont dédiés à ces actions. Je vous remets les coordonnées de l'équipe numérique. Donc, vous pouvez retrouver tous ces liens sur les documents. Et ce que je vous propose, c'est de vous mettre à contribution avec un dernier petit sondage. C'est simplement, est-ce que vous souhaiteriez être recontacté par un conseiller de la Chambre de métier sur les aspects du numérique? Voilà, ça nous aidera à vous recontacter et je reprécise, comme l'a dit tout à l'heure Pascal, on peut vous accompagner pour les entreprises, quoi, les personnes inscrites au répertoire de la Chambre de métier de Bourgogne-Franche-Comté. Cet accompagnement est gratuit. Voilà. Donc, je vais laisser le mot de la conclusion et à Pascal et à Vincent. Alors, pour compléter ce qu'évoquait Thierry à l'instant, hein, le petit sondage que vous avez sous les yeux, ça concerne l'ensemble des actions numériques, hein, pas uniquement ce qu'on a abordé aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, des interrogations sur la partie présence web, sur la partie gestion qu'on a évoquée, mais également sur d'autres domaines qui peuvent être pas forcément très pointu entre guillemets, hein, mais on peut vous aider ou vous accompagner au mieux sur ces problématiques avec, vous avez vu la petite équipe que vous avez sous les yeux, et pour compléter et terminer là-dessus, avec des compétences différentes mais complémentaires, ce qui fait que ça nous permet de vous aider au mieux sur le numérique avec l'ensemble des collègues sur des thématiques différentes. Et puis, vous avez en bas le lien pour recontacter le conseiller. Et puis, pour terminer, tout au long de la semaine, là, on est sur la première journée de notre semaine du numérique. Il y a encore 11 moins 2, 9, puisqu'on en a fait un ce matin et cet après-midi. Encore 9 webinaires à vous faire, à vous diffuser. Et voilà, sur Canva, dont parlait Thierry tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, sur les nouveaux réseaux sociaux. On fera vendredi un petit focus sur le BIM pour les gens du bâtiment. Voilà, on a toute une thématique et d'autres choses qui sont encore dans les tuyaux pour les semaines à venir. On a encore un petit peu du pain sur la planche. Voilà, Vincent, si tu souhaites compléter un petit peu. Dans le sens où donc, les chargés de développement éco, parallèlement aux chargés de développement numérique et environnementaux, nous, notre partie relève plus de l'investissement, de la comptabilité, du juridique. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour un premier rendez-vous, quel que soit l'âge de votre entreprise, pour faire un premier point sur une demande particulière. On est une délégation de service public, donc on accueille tout le monde. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas, pour compléter ce que disait Vincent, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà.